La rage des dragons célestes s'installe sur le monde. La fin les guette pour la première fois depuis plus de 800 ans. Alors ils ont décidé de sortir l'artillerie lourde, un homme dans le passé légendaire, l'équivalent de Barbe Blanche sur Marijois. Et son nom, c'est Figarland Garling. Un être qui est capable de juger et d'exécuter ses semblables. Tout ça à cause de son passé de héros. Celui qui a protégé God Valley aux côtés de Garde, qui a défié Barbe Blanche et qui a gagné. Oui, on l'affirme, cet homme était l'équivalent de Barbe Blanche à l'époque. Et bienvenue sur Rêve Télé les Accords de One Piece. Et avec le dernier chapitre qu'on a eu qui était incroyable, et bien toutes les théories sont permises et toutes les théories sont acceptées. Donc n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça nous ferait très plaisir. Et on fait également un petit point, c'est que le jeu concours qui était prévu pour aujourd'hui, et bien il est repoussé jusqu'à mercredi. Donc vous avez encore un peu plus de temps si vous n'avez pas encore trouvé ce fameux code secret. Enfin, on précise, hein, c'est pas le jeu concours qui est reporté, c'est la fin du jeu concours qui est reporté. Vous avez juste plus de temps pour y jouer et les résultats du coup ce sera ce mercredi. D'ailleurs pour y participer, vous avez juste à aller sur la vidéo, sur le top des 10 les plus puissants de One Piece qui est sorti dimanche dernier, donc vous pouvez pas louper ça. Il y a 3 figurines à gagner, celle de Sanji, celle de Luffy qui n'est pas là et celle de Crocodile, les gens ne voient pas. Et c'est parfait, c'est celle-ci. Et d'ailleurs, petite précision, Twitch, ça marche super bien ces temps-ci. Pour la réaction live, on était à 150 personnes. Alors franchement, plus de 150 personnes. On est arrivé aux 170, je crois. Franchement, venez, venez, venez. Là, ok, Oda fait une pause de 4 semaines. Oh là là. Mais on fait autre chose. Là, aujourd'hui, cet après-midi, en fait, à 20h, on a une réaction live de l'anime. On va sans doute commencer quelque chose, un autre manga. On va passer un petit peu de temps ensemble, donc venez, venez, venez les Nakama. On vous en parle, on discute avec vous et ça va être génial sur Twitch. Et place à la vidéo, allez, c'est parti. Les dragons célestes. Les dragons célestes sont les empotés de ce monde. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours cru et c'est ce qui a toujours été vendu par Oda. Le principe de base, c'est un ensemble de rois victorieux qui sont installés sur Marijois après leur victoire. Vous connaissez très bien cette histoire. Et juste après, ils n'ont pas hésité à se nommer dieux vivants. Et tous leurs descendants étaient des dragons célestes, des saints, mais qui ne sont pas du tout des anges. Pendant 800 ans, ces personnes se sont entremêlées. Les 19 familles se sont reproduites uniquement entre eux. Résultat, taux de consanguinité, plus de 99%. Ouais, on l'a calculé nous-mêmes et c'est pas joli joli. D'ailleurs, il y a un mec qui a laissé un commentaire dans la review précédente, il a dit que moi non, mais entre cousins, c'est pas très grave. C'est pas consanguin. C'est pas consanguin, il a dit oh mon dieu. Un peu, hein. Je sais. Si t'es là, laisse un nouveau commentaire, mais explique-nous ça. C'est un traumatisme, il s'est passé un truc. Non, non, on veut pas savoir. Le mec c'est un dragon céleste, je te jure, le mec c'est un dragon céleste. C'est Saint Carlos qui vient de nous parler. Il faut de tout dans ce monde aussi. Ou pas, ouais, je sais pas. Bref, on les comprend maintenant un tout petit peu mieux car on connaît 4 des anciens souverains. Et donc 4 des lignées qui existent encore aujourd'hui. Les Don Quichotte, les ancêtres de Doflamingo, les Nefertari qui se sont décrochés de cette famille, qui ont bien fait d'ailleurs, les Figarland qui vont prendre toute cette vidéo théorie, et enfin les Nerona, la famille présumée d'Im-sama. Mais ici on ne parlera pas du tout d'eux, mais dans la prochaine théorie, oui. Théorie numéro 1, les Figarland. Figarland, ce nom est arrivé dans One Piece à un moment totalement improbable, exactement là dans le film Raid. Les 5 anciens lâches cutaillent de cette famille, alors qu'ils ne savent absolument rien d'elle, à part que c'est la fille présumée de Shanks. Et oui, la fille de Shanks, il est là le lien, car à ce moment-là, on apprend autre chose. Shanks est un bébé qui a été retrouvé après God Valley dans un coffre. Il était sur l'île et caché parmi les trésors. Et c'est l'équipage de Roger qui l'a récupéré. Alors oui, Shanks, c'est le Figarland en question, et c'est pour ça que le Gorosei pense que Uta est une Figarland. Pour nous, c'est une grosse confirmation. Shanks est un dragon céleste. Et qui l'aurait mis dans ce coffre et surtout, pourquoi? Eh bien pour nous, c'est tout simplement sa mère. Et oui, sa mère qui a voulu le protéger de l'attaque des Rocs, car c'est une personne importante pour l'île. Un dragon céleste, mais pas que. C'est aussi un prince parmi les dragons célestes, le descendant de la famille Figarland, la lignée des rois de God Valley. Et son père, ce n'était nul autre que cette personne, ce Figarland Garling. D'ailleurs, on va revenir un peu plus tard sur le fait qu'il n'a jamais été réclamé par son père. Après cette tentative inespérée de sauvetage, sa mère a dû rendre l'âme tuée par les Rocs, une tuerie sans précédent. Et c'est là que son père est intervenu. Mais qui est vraiment cet homme et pourquoi est-ce qu'il a tous les droits? Pourquoi est-ce qu'il a le droit de tuer un dragon céleste? Eh bien là, on l'explique tout de suite dans cette théorie. Au XVIIe siècle, le monde entier était une vaste terre inconnue. Les royaumes d'Europe, pensant avec beaucoup de cupidité, ont décidé de conquérir ces territoires et d'y installer leur population, tout en asservissant ceux qui étaient déjà présents. Mais les rois ne pouvaient pas régner là-bas, c'était trop dangereux. Et surtout, il fallait que les décisions arrivent très vite. Sinon les conquêtes, eh ben pouf,
elles s'envolent, tout simplement, et les populations, elles mouraient les unes après les autres. Et donc, on a nommé des vice-rois, des personnes qui agissaient comme des rois, comme leurs souverains, qui avaient tous les pouvoirs et qui pouvaient donner toutes les décisions possibles et imaginables. Ils avaient même droit de vie ou de mort sur qui ils voulaient. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Les dragons célestes, après plus de 100 ans passés sur Marie-Joise, n'avaient absolument plus rien à faire sur cette terre sainte. Plus rien à construire, plus rien de nouveau. Oui, ils voyageaient de temps en temps, et ils ramenaient sans doute des choses, mais c'est tout. Alors certains ont dû prendre une décision qui a tout bouleversé. Ils ont voulu descendre sur Terre, mais pas pour devenir de simples citoyens. Non, 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 c'est pas comme la Don Quichotte Family. Voilà, la première Don Quichotte Family. Ouais, le papa que Doflamingo a. Piou, piou. Non, absolument pas. Mais d'une autre façon, tout en gardant leur titre de dragon céleste. Le Gorosei à l'époque a dû étudier cette question et ce groupe l'a accepté, mais à plusieurs conditions. La première, c'est qu'un royaume entier serait leur nouveau territoire, leur nouveau terrain de jeu. Une sorte d'annexe à Marie-Joise, mais très loin sur Grand Line. Et là, vous le savez très bien, le monde n'est absolument pas sûr de One Piece. On a des pirates, on a des bandits, on a des citoyens en colère, tout simplement qui veulent buter des dragons célestes, ce qui est totalement légitime on trouve, mais à ce qui paraît c'est interdit. Donc il faut une présence forte sur place. Qu'est-ce qu'il faut? Un amiral? Non, un amiral ne peut pas être présent. C'est impossible. Il a des missions à travers le monde. On ne peut pas délocaliser un amiral pour mettre là-bas. Le CP0? Franchement, des fois, on a des doutes sur le CP0. Hein. Ils sont pas... Voilà quoi. Et enfin, il nous reste qui? Eh ben, les cavaliers divins. Et parmi les cavaliers divins, le gouvernement a pu exiger qu'un des leurs soit présent sur place. Mais pas en tant que simple personne, mais en tant que roi. Et on a choisi Figarland. Figarland Garling, un dragon céleste qui était très prometteur et qui avait déjà fait ses preuves à l'époque. Mais on a une petite nuance, peut-être que ce n'est pas Figarland Garling qui a été choisi, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de ses ancêtres, il y a peut-être 400 ans de cela, on ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Mais ce Figarland était assez puissant, ils l'ont mis à la tête de God Valley pour qu'il tienne God Valley, pour que God Valley ne soit jamais pris, pour que les dragons célestes soient en sécurité, et ça a fait une lignée. Donc voilà pourquoi du roi de God Valley. On est d'accord là-dessus, on ne peut pas être roi et dragon céleste à la fois. En tout cas, on ne peut pas être roi d'une nation d'avant. Les dragons célestes, les 19 ont abandonné leur trône, sauf Lily, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça veut dire que cette lignée a été créée après l'avènement du gouvernement mondial. God Valley était sans doute désert et on a créé par la suite la lignée royale des Figarland et les dragons célestes sont venus s'installer là-bas parce que c'était sécurisant et tout allait bien. Mais bien sûr, c'était une parodie de nation et lui, il avait une espèce de titre de vice-roi qui devait juste assurer la sécurité et permettre à tout le monde de s'amuser. Ce qu'il a sans doute fait durant de nombreuses années. Il est même possible que c'était un village vacances pour dragons célestes. Et pour éviter tout problème, le roi de ce lieu avait le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Et ça, jusqu'à ce jour fatidique, il y a 38 ans de cela. Ailleurs sur Grand Line, un équipage pirate ravageait les mers depuis 2 ans, les Rox. Cet équipage sans aucune cohésion ni entente qui ne voulait qu'une seule chose, prendre le monde et détruire les dragons célestes. Ils voulaient détruire l'ordre établi pour mettre à la place un pirate. Rox dit Shebeck. Alors ils ont parcouru le monde jusqu'à trouver cette île si particulière. Et forcément, ils l'ont attaquée. Leur force était si puissante qu'il est certain que ceux qui étaient sur place n'ont pas pu y faire quelque chose. Et ce Figarland, il a dû se faire écraser. Et c'est à ce moment-là où sa femme a dû cacher Shanks pour le protéger, le prince Figarland, et où de nombreux dragons célestes ont rendu l'âme, dont forcément la mère de Shanks. Et oui, on pense que malheureusement, elle est morte sur place. Et là, un événement improbable eut lieu, l'arrivée de Garp, le vice-amiral de la marine, mais aussi d'un autre pirate, Roger. Sa présence sur place est encore un mystère, mais on mise sur le fait que ça a tout à voir avec Silver Rayleigh. Mais ça, c'est une autre théorie. Cette arrivée massive a dû distraire l'équipage et surtout séparer les forces. Plusieurs fronts étaient ouverts, Roger d'un côté, Garp de l'autre, et enfin les dragons célestes, les guerriers des Figarland et probablement le CP0 d'un autre côté. 3 fronts pour les Rox. L'affrontement a dû avoir lieu sur ces 3 fronts. Tout l'équipage a été vraiment séparé. Et c'est là qu'on a eu du 1 contre 1 pour Garling, qui s'est battu contre Barbe Blanche lui-même et l'a blessé à de nombreuses reprises. Et oui, on l'affirme, cet homme a été blessé sur place. Et pour le prouver, il faut ressortir une très vieille planche, celle de la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche. Ce moment tellement incroyable où Barbe Blanche lâche une phrase sans pareil. Ton visage me réveille des anciennes cicatrices. Une phrase qui fait totalement sens et qui n'est pas une référence à Roger. Sinon, Barbe Blanche le dirait toujours en voyant Ace, et ce n'est pas le cas.
Mais on parle ici forcément de Garling, l'homme qu'il a sans doute blessé sur place lors de la grande confrontation de God Valley. Et là on vous voit venir pas mal de personnes vous dire mais non c'est pas possible, Barbe Blanche c'était l'homme le plus fort du monde. Eh bien oui, mais pas forcément à ce moment-là. D'ailleurs, Oda le précise bien dans la vive carte de Barbe Blanche, il a été le plus fort du monde, mais uniquement à partir de la grande période de Roger. Et oui, la plupart du temps, les personnes n'arrivent pas à leur prime à ce moment-là. Et là, pour le coup, son prime est arrivé juste après. Je crois que c'est 2 ans ou 4 ans après. Oda le précise très bien. Donc à un certain moment, on peut se dire que le Garling de l'époque était peut-être plus expérimenté, plus fort que le jeune Barbe Blanche qui lui était toujours en cours d'apprentissage entre guillemets, qui était en train d'évoluer au sein des Rocks, qui commençait à peine en fait à maîtriser son Haki des Rois, qui à peine commençait à maîtriser son Fruit du Démon et sa Meito. Donc peut-être qu'un Garling qui débarque et qui lui a une Meito peut-être, on va voir ça après, qui a sans doute le Haki des Rois, ça aussi on va voir après, et ben peut-être qu'il a un peu surpassé Barbe Blanche. Mais là, attention aussi, on ne dit pas qu'il a battu, absolument pas, on dit qu'il a dominé sur certains points, il a réussi à lui faire énormément de cicatrices, énormément de blessures. On va préciser également que ces blessures que Barbe Blanche a reçues ne sont pas forcément ceux qu'il a reçus sur son torse. Il le dit, Barbe Blanche, ce sont des cicatrices qui lui font mal. Sauf que ces cicatrices, à la fin, quand Roger meurt, il ne les a pas encore. Ça veut dire que c'est pas forcément ses cicatrices. Peut-être qu'il a sur les bras, sur les jambes, on n'a jamais vu tout ça. Donc c'est possible. Et puis rien ne dit non plus qu'ils ne sont pas rencontrés non plus tard lors d'une autre confrontation. D'ailleurs, n'oubliez jamais que Roger et Barbe Blanche ont gardé de très bonnes relations. Garp n'a pas l'air d'en vouloir personnellement à Barbe Blanche non plus lors de la guerre au sommet. Alors oui, ils ne se sont sans doute pas battus directement, ces trois-là, à God Valley. Et forcément, il fallait bien un Némésis à Barbe Blanche, un homme qui était sans limite apparent. Et bien sûr, sur place, la victoire de Garling, eh bien c'était plus celle de Roger et de Garp. C'est eux qui ont mis Shebek à terre, et sans doute pas Garling, mais lui, il a acquis la plus grande des notoriétés chez les dragons célestes, assez pour garder le pouvoir d'un roi, le pouvoir de châtier les dragons célestes, mais aussi pour devenir le chef des cavaliers divins. Car après tout, il était dans la bataille contre le plus grand des ennemis du gouvernement, le plus grand des ennemis des dragons célestes, le dit et fameux Rox, dit Shebek. On revient sur le fait qu'il n'a pas essayé de retrouver Shanks. Et pourquoi? Eh bien la réponse elle est simple. Il pensait tout simplement qu'il était mort. Il était l'un des seuls survivants et ce n'est que des années plus tard qu'il entendra parler d'un jeune garçon qui était dans l'équipage de Roger et qui en plus était roux, mais par contre sans plus. Et lorsque ce jeune garçon va créer son propre équipage, eh bien c'est là qu'ils vont comprendre. Ils vont prendre contact avec ce Shanks qui sera recherché comme pour Sanji, mais lui, il sera approché très vite par Garling. Shanks saura déjà quelle est son origine et ça ne le choquera pas. Après tout, il a pleuré toutes les larmes de son corps au retour de Roger de la dernière île. Il savait pertinemment les crimes de ses ancêtres. Mais par contre, il acceptera que Garling le ramène avec lui. Il sera présenté au Gorosei qui verra en lui une sorte d'allié dans le monde des pirates. Toute personne ayant perdu ce titre ne le reprend jamais. Et ça explique pas mal de choses. Mais revenons à Garling. Cet homme est rentré à Maréjoie couvert de gloire, au même titre que Garp. Les dragons célestes, forcément, ils aiment bien tirer la couverture à eux. De ce fait, il a été nommé le chef des cavaliers célestes. Et oui, il a vécu sur place en vrai souverain parmi les souverains. Le petit-fils. On va rendre Figarland encore plus méchant, et ce qui est sans doute le cas. Garling Figarland pourrait être non pas le père, mais le grand-père de Shanks. Il aurait eu une fille, et ce serait elle la mère de Shanks. Et son père dans tout ça, eh bien ce serait un pirate. Et oui, la fille de Garling a fauté, mais pas avec n'importe quel pirate, mais avec l'un des plus puissants de son temps, Rox dit Shebek. Figarland en l'apprenant entrera dans une rage folle. Un dragon céleste ne peut s'unir avec de la basse besogne, et encore moins avec un Di. Il va décider d'exécuter sa propre fille et le jeune Shanks encore bébé. C'est cet événement qui a déclenché la guerre de God Valley. Shebek a tout fait pour sauver sa femme et son fils. Malheureusement, il est sans doute arrivé un peu trop tard pour sa bien-aimée, et c'est comme ça que Shanks finira caché dans un coffre. Théorie numéro 2, la bataille. Pour nous, Garling est un monstre d'arrogance et de fierté. Lui, c'est l'homme qui punit ceux qui ne sont pas des monstres, ceux qui ne veulent pas devenir des monstres parmi les dragons célestes. Et surtout, il a cette fameuse phrase d'entrée de jeu. Ceux qui aident les déchets sont des déchets eux-mêmes. Alors on prend les paris pour l'avenir. Garp, il va affronter Garling dans le futur. Pour la grande guerre de One Piece, Garp, il va changer de camp et forcément, il va battre Garling. Et oui, on vous le dit clairement, c'est un pari qu'on fait sur l'avenir. Ce sera le roi des marines contre le roi des dragons célestes. Et ça fait sens, on vous explique ça tout de suite. Garp est un homme qui déteste les dragons célestes, et ce n'est pas anodin, pas du tout. Il les a protégés à God Valley, mais après l'avoir fait, il s'est rendu compte d'une horreur. Ceux qui étaient morts les premiers, sans protection, eh bien c'était tous les esclaves. Garling les avait utilisés comme chair à canon. Il les avait envoyés à la mort pour gagner du temps. Et après ces événements, Garling a sans doute dit que ce n'était que des déchets. Et Garp forcément, il a voulu le battre pour ses paroles et ses actes, mais il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit. Pour en plus ne jamais avoir affaire à Garling ni aux dragons célestes, il a refusé de devenir un amiral. Et voilà la véritable raison de sa haine. Mais l'histoire par contre, elle ne va
pas s'arrêter là, bien au contraire. La fin de One Piece sera marquée par une énorme guerre qui aura lieu sur tous les continents. En tout cas sur toutes les îles. Oui, car il n'y a qu'un seul continent là-bas. Oui, on n'a pas oublié, vous inquiétez pas. Mais aussi par des prises de position très fortes. Qui sera dans le bon camp? Qui sera dans le mauvais? Eh bien là, on répond juste pour Garp, car pour nous, il a toujours été très gentil. Mais il a toujours été dans le mauvais camp. Celui qui était manipulé par les méchants, mais ce n'était pas sa faute. N'oubliez jamais qu'il a perdu l'un de ses petits-fils lors de la grande bataille de Marineford. Alors le seul qui lui reste, il va le protéger jusqu'au bout, jusqu'au péril de sa vie. Et il le protégera à la fin de One Piece. Il va se battre contre celui qui lui inspire la plus grande des haines, ce Garling en question. Ce sera le combat d'Andy contre celui d'un soi-disant dieu, celui de deux anciens de God Valley, celui de deux ennemis de Roger. Et enfin, celui du bien contre le mal, on l'affirme, avec à la fin un Garling bien écrasé. Théorie numéro 3, le pouvoir. On sait que c'est un combattant, alors il doit forcément avoir des pouvoirs qui lui ont permis d'atteindre un bon niveau. Et en tant que chef des cavaliers divins, il doit forcément avoir un attribut qui lui permet de commander. Nous, on pense au haki des rois. Et oui, sa prestance ne trompe pas, alors nous, on l'affirme, il l'a. Sinon forcément, il ne serait pas digne d'affronter Garp, ou même de défendre la Terre Sainte. Et en tout cas, on espère même qu'il peut encore s'en servir. Les autres formes du haki le possèdent forcément, peut-être pas en plus, en tout cas pour le haki de l'observation, il n'y a aucune preuve là-dessus. Haki de l'armement, tout guerrier à ce niveau doit forcément l'avoir. Donc là, on n'a aucun doute là-dessus également. Au niveau des feux du démon, on ne pense pas qu'il en ait un. Les dragons célestes se pensent en général parfaits, ils ne vont pas corrompre leur corps avec une telle chose. Mais par contre pour le Gorosei, c'est un peu plus compliqué. On pense qu'ils cachent leur forme démoniaque. Personne, pas même les dragons célestes, ne connaissent ce secret. D'ailleurs, ils font manger à leurs esclaves de tels fruits pour se moquer d'eux et les distraire. Mais si c'est le cas, on verrait bien un fruit mythologique un peu comme celui du Sphinx, qui serait lié à la justice. Et enfin, il a une épée. Ça doit forcément être un bon escrimeur, et on n'ira pas dire que c'est le plus grand de son temps. Non, pas du tout. Mais s'il a Shanks comme descendant, eh bien ça change tout. On sait depuis Momo et Oden que pas mal de choses sont génétiques dans One Piece. Zoro le dit lui-même, Momo a hérité du corps d'Oden, c'est-à-dire qu'il est ultra résistant. Ce serait la même chose pour Garling qui a donné en fait ses gènes, sa puissance à Shanks. Si Garling dans sa jeunesse était aussi puissant que Shanks, c'est très intéressant. Il serait capable de faire pas mal de choses, dont un Kamuzari aussi démoniaque de la part d'un dragon céleste, ce serait incroyable. D'ailleurs s'il le fait avec une lame classique, on serait très déçus. Théorie numéro 4, l'opposant. Pour la dernière théorie de cette vidéo, on voulait parler des cavaliers divins, mais surtout de leurs ombres. Après tout, on n'a pas vu un mec avec une telle chevelure parmi eux, et on sait qu'Oda aime bien donner des ombres qui ne sont pas la réalité. Mais pour le coup, à 2 chapitres d'écart, on pense plus à autre chose, au fait que leur chef n'était tout simplement pas représenté dedans, mais juste les combattants actuels. On voit que l'homme du centre, son épée n'est pas pareil, on a bien un faciès de Shanks. Mais les cavaliers divins, on va les mettre un peu de côté, à part un qui sort un peu du lot, et du coup, comme on sait que vous aimez bien les théories un peu loufoques, eh bien, on vous la propose en fin de vidéo. Une chose nous a frappé lors de l'invasion des révolutionnaires sur Marijois, l'attaque des révolutionnaires. Le fait qu'on n'ait pas vu Saint-Jalmac, l'homme qui a attaqué Sabo quand il était tout petit. Pourtant il l'a marqué et on s'attendait vraiment à ce que les deux se croisent. Même pour une rencontre très brève, et là on aurait adoré voir la peur dans les yeux de ce dragon céleste. Mais non, rien du tout. Alors voici la petite théorie loufoque. On pense que Saint-Jalmac, à un moment de sa vie, sans doute après que Sabo soit devenu second des révolutionnaires, il savait que cet homme un jour viendrait pour sa peau. Alors il a passé du temps à la salle de muscu, il a passé du temps à maîtriser des armes, il est devenu Arnold Schwarzenegger croisé Van Damme, et il a fini par se transformer. Il est devenu un grand guerrier, il est devenu un cavalier divin, et bientôt il va affronter Sabo à lui tout seul. Car après tout, on doit forcément le revoir cet homme-là. Et voilà les sacs One Piece, déjà la fin de cette vidéo. On espère du coup que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire, même pour nous donner vos propres théories. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas qu'on sort pas mal de vidéos à la semaine. Personne ne peut prononcer ce mot, il faut croire, hein, pas ce soir. Pas mal de vidéos à la semaine, au moins 3. Donc souvent c'est 4 ou 5. Et là n'hésitez pas à regarder notre ancienne théorie sur Im-sama le démon, ou alors sur les formes du haki et leur évolution possible, ou même toutes nos vidéos top, ou nos vidéos 33 choses à savoir sur One Piece, 33 faits inutiles. C'est vraiment très intéressant, donc on vous invite à aller le voir. A bientôt les accros de One Piece.